On n'est pas à 40, je viens de vous compter, on est plus de 76 et je ne compte pas les gens qui sont dehors. Voilà. Et je réalise aussi que j'ai oublié de présenter les candidats titulaires. Pour la 4e circonscription, il s'agit de Marie-Jo Servolach, la circonscription qui part de la rue du Progrès et qui va jusqu'au port. Pardon ? Jusqu'à Boulogne-Billancourt. Et pour la 5e circonscription, c'est Frédéric Dutoit, qui est conseiller communautaire et président du groupe communiste à la ville de Marseille. Voilà. Je vais donc laisser la parole à Renaud. Je salue aussi l'arrivée... Si je ne veux pas m'étouffer avant la fin de la réunion. Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Je pense que c'est quand même un signe de la période que chaque assemblée citoyenne qui se tient soit aussi massive et nous amène certes, tu le notais, à quelques difficultés d'organisation spatiale, j'allais dire, mais voilà, ça nous met en condition par rapport à ce que vivent nos propres enfants dans les classes, à être serrés et plus de 40 à écouter un orateur qui n'a pas toujours eu la formation pour le faire devant tout le monde. Donc voilà, nous sommes en condition pour parler pédagogie et éducation ce soir. Donc je voulais vous présenter assez rapidement, puisqu'après Renaud aussi interviendra, et le but c'est que tout le monde puisse intervenir. Pour lesquels, dans une perspective de résistance et dans une perspective d'épanouissement collectif, de renversement de la domination exercée aujourd'hui par le système, il faut défendre un service public d'éducation. Et enfin quelques pistes, peut-être un peu plus générales que ce que Magali a pu nous donner, sur l'école de l'égalité telle qu'on veut la construire. Donc mon objectif n'est pas ici de vous abreuver de statistiques et de tendances générales concernant l'éducation, mais je crois qu'il faut d'abord, quand on rentre dans les débats éducatifs, avoir quelques idées, même de tendance justement très générale, sur l'état de l'école aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une nécessité de défendre le service public d'éducation, il y a une nécessité aussi de savoir ce qu'est aujourd'hui le service public d'éducation, c'est-à-dire que de l'école primaire à l'enseignement supérieur, ce qu'on constate à tous les niveaux, c'est une école qui est très largement inégalitaire. Donc je vous disais que je n'allais pas vous abreuver de statistiques, je vais simplement vous donner 4 chiffres qui donnent une idée assez bonne de la façon dont se construit notre système éducatif, l'école contemporaine. J'ai décidé de prendre le niveau du baccalauréat, qui est quand même un niveau assez symbolique dans le système scolaire français, et de le regarder à partir des classes sociales. Donc on voit par exemple que 90% des enfants de cadre supérieur et d'enseignants obtiennent le baccalauréat. 90%. 40% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Donc on voit là quand même des différences extrêmement fortes. Dès qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire, prenons, non pas par hasard, la filière scientifique, qui est la filière la plus valorisée, celle qui donne le plus d'ouverture dans le système scolaire français, on constate que 40% des enfants de cadre supérieur et d'enseignants obtiennent ce baccalauréat scientifique, et que c'est le cas de 5% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Donc il y a une nécessité de défendre le service public d'éducation, mais il y a une nécessité de le défendre dans une visée transformatrice. Un tout petit détail, c'est que ces inégalités, mesurées tous les 10 ans au niveau international, elles augmentent. On vous dira toujours, et les médias le disent, que l'école française se situe plutôt bien d'un point de vue international comparé aux pays de même niveau de développement, ce qui est vrai en moyenne, ce qui est largement relativisé par le fait que les inégalités sont parmi les plus importantes comparées à des pays de même niveau de développement, et que par rapport à l'enquête qui a été effectuée 10 ans auparavant, ces inégalités entre les plus forts et les plus faibles ont encore augmenté. Je crois que Magali l'a dit sur ce point-là, mais ces inégalités, elles ne sont pas le reflet d'inégalités naturelles. Je crois qu'il faut balayer cette idée, qui est une idée très largement portée par la droite, et plus largement par les gens qui, du coup, ont été élus par le système scolaire. C'est l'idée que l'école, elle viendrait, finalement, sanctionner des inégalités de compétences, des inégalités naturelles, des inégalités de dons. Cette idée est une idée fausse. Ces inégalités scolaires, les gens qui s'intéressent un peu à l'école le savent, elles sont le résultat de processus sociaux. Donc je ne m'étends pas là-dessus parce qu'il nous est demandé de faire vite et de favoriser le débat, et avec raison, mais on sait que les contenus des apprentissages, les façons de transmettre les savoirs sont très largement favorables aux enfants issus des classes favorisées. Donc on a là la raison pour laquelle on se retrouve avec ces inégalités scolaires qui désavantagent très largement les enfants des classes dominées. Je fais une petite parenthèse sur la question des contenus, parce que c'est une des dimensions des combats en réalité qui concernent l'école, et qui est en général assez peu abordée par les mouvements progressistes qui s'intéressent à l'école. La question des contenus est en réalité un lieu de débat, un lieu de combat pour les mouvements sociaux et pour les mouvements progressistes, qui est une question absolument centrale. On a des exemples parfois
qui vont jusqu'à la caricature, hein. Quand le MEDEF se mobilise pour que disparaissent des programmes de sciences économiques et sociales toute visée critique, toute vision critique de l'entreprise et de son fonctionnement, hein. C'est-à-dire que le patronat prétend intervenir dans la façon dont on enseigne aux enfants, c'est-à-dire ce que va penser la génération future. Le patronat veut y dire son mot, hein. Donc nous, il faut qu'on ait notre mot à dire là-dedans. Il est absolument insupportable de penser qu'une génération sera fabriquée avec l'idée que le libéralisme, l'entreprise, à tout craint, ce sera fantastique et qu'il n'y a pas de dégâts sociaux à ce type de fonctionnement. Donc la question des contenus, je vous passe l'affaire sur l'enseignement des bienfaits de la colonisation en histoire. Tout le monde a en tête cette affaire qui s'est passée il y a 3 ou 4 ans. Vous aviez une mobilisation de la droite et des anciens de l'OAS pour expliquer que la colonisation en Afrique du Nord avait quand même apporté énormément de bienfaits et que c'était ça qu'il fallait mettre dans les manuels scolaires d'histoire, contre l'avis de tous les historiens, hein, qui s'étaient mobilisés avec succès, puisque cette loi avait été retirée et les manuels, bien qu'on puisse avoir des fortes critiques sur la question de l'histoire de la colonisation dans les manuels, n'enseignent pas, en tout cas par en principe, les bienfaits de la colonisation. Bien, je reviens sur ces questions d'école inégalitaire. On sait que, et des raisons sociales qui font que cette école est inégalitaire, on sait que les conditions de scolarisation, elles désavantagent fortement les enfants des classes populaires. On connaît les affaires de concentration dans des établissements, d'élèves qui sont en difficulté sociale et qui de fait sont en difficulté scolaire, hein, avec, on le voit très bien dans notre académie, des établissements qui sont devenus des établissements de niveau. On le voit aux évaluations nationales, on voit qu'un 12 dans un établissement n'est pas un 12 dans un autre établissement, hein, parce que les moyennes sont à peu près maintenues, mais on voit que les niveaux réels des élèves sont très différents, parce qu'il y a une adaptation, parce qu'on concentre dans certains établissements les élèves qui ont les plus grandes difficultés scolaires. Et par ailleurs, dans d'autres établissements, on concentre ceux qui n'en ont aucune et qui ont des taux de réussite, que ce soit au brevet ou au baccalauréat, vous le voyez de façon assez précoce, ces différences de fonctionnement des établissements. Sur la question des zones d'éducation prioritaire, ce qu'on constate, c'est malheureusement pas que la droite, c'est les modalités d'investissement dans ces établissements. On nous dit les ZEP, ces zones d'éducation prioritaire, c'est plus d'argent parce que les élèves ont plus de difficultés. Mais c'est faux. Il suffit de regarder, ramener ça à la question des salaires des enseignants. Logiquement, quand on regarde un investissement, un surinvestissement, un sous-investissement, on regarde notamment ce qui est investi en termes de salaire. Et la différence entre les ZEP et les autres zones, c'est que dans les ZEP sont concentrés les enseignants les moins expérimentés, ce qui signifie aussi les enseignants les moins payés. Et donc dès que vous enlevez à ce pseudo-surinvestissement cette question des salaires, eh bien, vous n'avez pas de surinvestissement dans les ZEP. Donc il est faux de dire que les ZEP ont été des lieux de surinvestissement pour favoriser ou en tout cas réduire les écarts entre les groupes sociaux en termes de réussite scolaire. Et pourtant, c'est des solutions. On connaît. Il y a une étude là qui est sortie dernièrement, dirigée par un économiste qui s'appelle Thomas Piketty, qui montre qu'une réduction supplémentaire de 5 élèves par classe, ça paraît pas énorme, 5 élèves par classe, ça réduit de moitié les différences de réussite scolaire entre les établissements ZEP et les non-ZEP. Donc oui, bien sûr, c'est une question de moyens, hein. Oui, bien sûr, c'est la question de l'investissement dans l'école et principalement dans l'école des classes populaires. Alors ce qu'on voit en termes de politique contemporaine, c'est évidemment la tendance tout à fait inverse, hein. La réduction drastique des moyens dans les zones d'éducation prioritaire, la fermeture des postes, en priorité dans les établissements qui concentrent le plus de difficultés. Tu l'as dit, c'est 504 postes dans l'académie qui disparaissent. Dans notre académie d'Aix-Marseille, à la rentrée qui arrive, en plus des suppressions qui ont déjà eu lieu, c'est 504 fermetures de postes supplémentaires pour la rentrée prochaine. Sur la question de la politique d'éducation prioritaire, c'est un abandon total du surinvestissement, même s'il était plus ou moins soldé par des succès, c'est un abandon complet de ces politiques-là au profit de politiques dont vous avez certainement entendu parler, qui consistent à dire qu'il faut envoyer 30% d'enfants des classes défavorisées dans les grandes écoles, ou qu'il faut mettre des enfants d'ouvriers à sciences politiques. Des politiques qui ne touchent qu'une infime minorité des enfants des classes populaires et qui par contre permettent d'abandonner tout le reste, hein. À titre d'exemple encore, sur l'académie, 2% des enfants scolarisés en ZEP sont touchés par ces politiques-là. 2%. Hein, les politiques d'éducation prioritaire contemporaine, elles laissent de côté 98% des élèves qui se situent dans ces zones-là. Hein. Donc c'est une politique qui explicitement, quand on met de côté la question de leur affichage et la volonté de montrer que même quand on est de classe populaire, on peut réussir, hein, ce qu'ils en feront peut-être réussir 0,2 ou 3%, hein, puisqu'il n'y en a que 2% qui sont entrés dans ces dispositifs. On peut alors laisser 98% de côté. Bien. Donc, à l'opposé de ces tendances, il est évident qu'il faut qu'on se batte pour un réel service public d'éducation et pour l'accès de tous à une éducation de qualité. Dans l'objectif, c'est ce que j'ai commencé à citer en introduction,
d'utiliser les savoirs transmis dans l'école pour combattre la domination, la question de la capacité d'analyse, même pour la seule question des mouvements sociaux, hein, la capacité d'analyse critique de la situation sociale, des capacités, même si je reviens un peu aux savoirs fondamentaux, mais la capacité à savoir lire un texte, à savoir écrire un texte, à savoir argumenter dans un débat, et pas se laisser dominer par des gens qui prétendent savoir, et pas se laisser berner par les centaines d'experts qu'on nous sort pour nous justifier des politiques contraires aux intérêts des salariés. Donc pour ces besoins de la lutte des classes, il faut défendre le droit à l'éducation, le droit à l'acquisition des savoirs, qui sont des armes de domination et dont il faut se servir pour contester cette même domination. Bien, donc c'est dans ce cadre-là, dans cette idée-là, que nous on défend qu'il faut se mobiliser contre toutes les attaques sur l'école publique pour le service public d'éducation, mais je le disais aussi dans une visée transformatrice de l'école, et donc ce sera ma conclusion, les besoins d'une rupture politique pour construire l'école d'égalité. Avec deux premiers points en préambule, c'est l'idée qu'il faut défendre le droit à l'éducation, parce qu'une société, elle a un devoir d'éducation. Une école qui abandonne une frange de sa jeunesse, c'est une société qui exclut sa jeunesse populaire de la communauté nationale et qui leur interdit tout accès à la culture. Un des principes fondamentaux de notre approche de l'éducation, c'est le principe d'universelle éducabilité. Tous les enfants ont droit à une scolarité de qualité et ce droit ne doit souffrir d'aucune exception. C'est le mot d'ordre premier avec lequel il faut rentrer dans les questions éducatives. Il faut les mêmes moyens dans les mêmes établissements avec les mêmes programmes. Et donc là, ça pose une question de rupture politique plus générale que la seule question scolaire. C'est que pour avoir les mêmes programmes dans les mêmes établissements avec les mêmes moyens, il faut arrêter avec la constitution des ghettos urbains. Tant que vous aurez des ghettos urbains, vous aurez des ghettos scolaires. Donc ça demande une question politique bien plus générale, qui est une question de logement social, qui est une question de mixité sociale, qui est une question de politique urbaine qui va bien au-delà de l'école. Parce que il faut revenir aussi à une sectorisation assez stricte et appliquer. Parce que l'histoire d'assouplir la carte scolaire sous prétexte de liberté et de laisser les gens choisir, tous les constats montrent que ça a encore multiplié les inégalités et que les établissements qui étaient déjà en difficulté sont des établissements qui tendent à devenir des établissements en perdition. Deuxième niveau, que Magali a cité aussi, il faut en finir avec l'école privée. Il faut en finir avec l'argent public pour l'école privée. Il faut l'argent public pour l'école publique, avec des choix éducatifs qui sont faits démocratiquement à un niveau national. Il faut aussi imposer la gratuité effective de l'école, des fournitures scolaires évidemment, des classes vertes, et aussi plus généralement une réelle distribution de la richesse, parce que la question de l'école, elle ne se pose pas indépendamment des autres difficultés sociales que les gens peuvent vivre. La question de pouvoir voyager, de pouvoir se cultiver, de pouvoir lire, etc. La question aussi, plus prosaïquement, de pouvoir se nourrir et s'habiller de façon convenable et acceptée par l'ensemble de ses pairs, dans une école notamment, c'est aussi une question de répartition des richesses. Cette école de l'égalité, c'est aussi la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, avec un socle commun dont Magali a parlé, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'amener les élèves à un niveau qui est atteint par l'ensemble d'une génération. L'idée des choix au prétexte de la liberté, c'est simplement laisser se reproduire au maximum les inégalités et les renforcer. Donc je conclus en effet sur l'idée que réduire l'impact des hiérarchies scolaires, c'est avant tout réduire l'impact, réduire la façon dont les inégalités scolaires se transforment en inégalités sociales et donc séparent les individus en classes opposées. Tant qu'il y a des écarts de revenus, de conditions d'existence entre les classes sociales, alors les hiérarchies scolaires auront un impact important. C'est aussi limiter le temps de travail pour favoriser d'autres types d'éducation. Et donc voilà, je vais même arrêter tout de suite ici. Bon, c'est sans doute pas l'essentiel, mais je rebondis là-dessus par rapport à la fin de l'enseignement privé. Bon, moi je suis prof dans un lycée privé et je voulais savoir du coup quelles seraient les conséquences et l'organisation par rapport à cet éventuel, je sais pas, redéploiement, je sais pas comment il faudrait définir cela. En fait, moi je suis toujours un peu dubitatif devant les présentations. L'école était vachement bien, maintenant elle est nulle. L'école, c'est un outil social qui a été fabriqué pour,
je sais plus, moi je me souviens, déjà ça fait très longtemps, c'est un outil qui a comme objectif de reproduire la société, pas d'aller la révolutionner. En tout cas, pendant très très longtemps, l'école, elle a été créée au début de la Troisième République, pas pour instaurer l'égalité sociale entre tous les Français, ça n'a pas du tout été fait pour ça, et ça ne l'a jamais fait. Par contre, il y a effectivement, donc ça, je pense que quand même, faut être, on peut quand même dire, effectivement, qu'on dise qu'il faut que l'école aille dans cette tendance-là, ça, je suis d'accord, mais on ne peut pas dire que ça a été comme ça avant ou que ça a été l'objectif autrefois. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi je crois qu'il y a un truc, hein, enfin, moi l'impression que j'ai, donc j'ai des enfants qui ont une quinzaine d'années maintenant, et donc je les ai vus, voilà, en dehors des souvenirs que je peux avoir, moi je ne suis pas du tout dans l'éducation, hein, donc voilà, j'ai le souvenir de moi, mon éducation à moi, et celle que j'ai vue avec mes enfants. J'ai eu l'impression qu'il y avait un outil qui, en tout cas pour le primaire, a profondément modifié le rapport des enseignants aux élèves et à l'enseignement, qui a été les IUFM. C'est-à-dire que par rapport à ce que moi, les souvenirs que je peux avoir des instituteurs, et on voyait bien les instituteurs qui sortaient de l'IUFM et ceux qui étaient la génération d'avant, il y avait une vraie différence de méthodes, etc. Et je trouve que l'outil, les enseignants qui ont été formés par les méthodes qu'on appelle pédagogistes, en quelque sorte, ont été un outil remarquable qui a été volontairement détruit ces dernières années, effectivement, et là il y a un vrai problème. Parce qu'il y a un truc par rapport à ce qui a été dit aussi, juste une dernière remarque, donc, c'est de dire il faut instaurer la mixité sociale dans les écoles. Je ne suis pas complètement convaincu que ça soit la bonne solution, parce que les enfants ne sont pas égaux devant les écoles. Les enfants des familles qui ont un bagage culturel important, dont les parents ont eux-mêmes fréquenté l'école pendant longtemps, enfin le système scolaire jusqu'à très tard, sont très favorisés dans le système scolaire, puisque bien évidemment leurs parents derrière leur transmettent un certain nombre de valeurs, de capacités d'appréhension des choses, peuvent les aider matériellement éventuellement. Mais je parle même pas d'argent, hein, je parle simplement de savoir intellectuel et de capacité à maîtriser cette discipline-là. Ils sont nuls pour aller réparer un évier, mais ils savent comment on fait pour répondre à une interro de français, quoi. Voilà. Donc par rapport à ça, donc, et si on veut instaurer la mixité sociale, ça veut dire qu'on veut donner les mêmes enfants, les mêmes moyens à tous les enfants. Je ne suis pas convaincu que dans cette situation, que dans le cas de l'éducation, la discrimination positive ne soit pas nécessaire. Puisqu'il y a des enfants qui ont plus de besoins de scolarisation, enfin en tout cas de moyens de scolarisation, etc., que d'autres, en fonction de leur bagage, de leur environnement culturel. Donc on attribue une fonction à l'école qu'elle n'a pas. Elle a une fonction de reproduction sociale, ce qu'elle fait correctement actuellement. Puisque l'écart grandit entre les riches et les pauvres, l'école répond parfaitement aux besoins. Donc il faut arrêter de poser le problème. L'école n'est qu'un reflet de la société et ne crée pas une nouvelle société. Il faut arrêter de poser le problème. Maintenant, sur il y a beaucoup de questions. L'école soulève énormément de questions, et des questions en général sur les budgets, la formation des profs, et des questions aussi d'investissement pédagogique, concrètement, par rapport aux enfants, etc., suivant les classes. Moi, je ne suis pas persuadé non plus qu'on va résoudre le problème. Je ne suis pas pour la liberté, comment ça s'appelle, de la classe scolaire, mais je ne pense pas qu'on résoudra le problème en mixant totalement l'école. Voilà. Il y a aussi la question des risques scolaires, qui est important, parce que je vois qu'il y a des parents d'enfants assez jeunes, mais c'est une réalité, c'est pas pour leur faire plaisir. Hein. Je ne cherche pas à être élu ou être élu, donc c'est pas pour leur faire plaisir. Il y a une vraie question qui est très lourde en France, qui est pratiquement inabordable. Ça fait partie, pas de la suppression des postes, mais de la répartition des moyens autrement. Si on peut y réfléchir, c'est intéressant aussi. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Hein. Voilà. Moi, j'ai plein de questions comme ça. J'ai la question que j'ai posée syndicalement quand j'enseignais encore sur le comment l'expression, c'est par exemple sur l'investissement sur les aides. Est-ce qu'il faut donner plus à ceux qui ont moins? Est-ce que c'est une réponse en tant que seulement au niveau quantitatif? Voilà. Oui, voilà. Donc, c'est des questions que je pose comme ça et on peut en discuter. C'est un propos qu'on entend souvent de dire que l'école est faite pour reproduire les inégalités de la société. Moi, je ne crois pas qu'il faille le voir comme ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 3 acteurs dans l'école. 3, pas un. Il y a ceux qui la dirigent. Alors ça peut être légèrement différent suivant qu'on a un gouvernement de gauche ou un gouvernement de gauche tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la gauche, disons-le, la gauche molle. Et puis, les gouvernements de droite. Et effectivement, les missions
données en sous-main à l'école peuvent être différentes suivant qu'on a ces deux types de gouvernement. Le deuxième acteur, c'est les enseignants eux-mêmes. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Parce qu'un enseignant, il a son libre arbitre dans l'école telle qu'elle est à l'heure actuelle. Bien sûr, il est de plus en plus soumis à des pressions administratives et des pressions pédagogiques. Mais tout de même, l'enseignant, il se bat comme il peut, dans le cadre qu'il a, et il a une action. Et le troisième acteur, ben, c'est la société civile. Et là aussi, il ne faut pas sous-estimer son action. Parce que si les parents d'élèves prennent les problèmes de l'école à cœur, à ce moment-là, ils peuvent aussi protester contre un certain nombre de choses. Je donne juste un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Lorsque le gouvernement, d'ailleurs je crois que c'était pas complètement un gouvernement de droite qu'il y avait à l'époque, mais lorsque ce gouvernement-là a essayé d'introduire les entreprises privées dans l'école, c'est-à-dire sous forme de jeux, par exemple, où petit à petit, on instituait une espèce de... la bourse, c'était quelque chose de bien. Et puis, on faisait jouer les élèves là-dessus. Eh bien, à la fois, les professeurs et les parents d'élèves ont eu leur mot à dire, et ça a été retiré. Et ça, dans les discours comme celui que j'ai entendu tout à l'heure, c'est toujours oublié. Alors, l'école, elle est aussi ce qu'on en fait. Et aussi pour ce pourquoi on se bagarre. Et puis, je voulais dire autre chose, mais ça me... tant pis, je reprendrai la parole tout à l'heure si on me la donne. Très bien. Laissez le micro juste derrière vous. Oui, tu veux répondre, Magali, sur la question de la collègue là-dessus. Parce que je suis aussi enseignante, mais moi je fais partie d'une génération de jeunes enseignants totalement sacrifiés. Et j'expérimente donc pour la deuxième année la fameuse réforme qui est le joyau en quelque sorte du gouvernement actuel, cette fameuse masterisation des concours et professionnalisation des diplômes d'enseignants. Pour plusieurs choses. Pour répondre à ta question là sur le privé, moi il me semble que les enseignants actuels du privé ont vocation à rejoindre évidemment la grande cohorte des enseignants du public, parce qu'on passe les mêmes concours, exactement les mêmes. Et les concours les épreuves sont les mêmes, le moyen de recrutement est tout à fait le même, le niveau de recrutement est le même, on fait le même métier. Ça, pour moi, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Bon, après, les copains répondront là-dessus. Pour revenir à la formation, le fait qu'on est en train d'instituer l'idée dans la société que finalement être prof, ça, on n'a pas besoin de formation pour ça, qu'on peut se former sur le tas, est une idée extrêmement dangereuse pour tous les jeunes collègues là, qui rentrent dans le métier. Alors moi j'ai la chance d'avoir quelques années de plus et donc d'y entrer avec une certaine expérience de la vie qui fait que je peux prendre un peu de recul sur tout ça et dédramatiser cette entrée dans le métier. Mais je vois mes jeunes collègues et je me dis, mon Dieu, si on ne change pas tout ça, c'est toute une génération de profs qui sont déjà, ils ont renoncé déjà. Et la formation, parce qu'on a quand même une formation, alors la formation qui nous est dispensée en plus de notre temps de travail, parce qu'on commence à 18h, hein, et en plus, on a, alors certaines semaines c'était pratiquement 6 heures, donc ça voulait dire 18 heures par mois de plus, donc une semaine de plus en fait, hein, au lieu de travailler 4 semaines, on travaille 5 semaines, pour être payé la même chose. Ces formations c'est vraiment du bourrage de crâne. Alors il y a beaucoup de bonnes intentions, heureusement, parce que les inspecteurs qui sont en train en ce moment de s'affoler un petit peu parce que la réforme qui se poursuit, notamment la réforme de l'évaluation des enseignants, va leur faire perdre leur pouvoir et aussi la prééminence qu'ils ont encore dans ce métier, qui est d'ailleurs peut-être intéressante. Hein, l'éclairage disciplinaire qu'ils peuvent donner n'est pas à rejeter. Donc, cette formation, pour en revenir, je vais en arrêter là, elle est extrêmement criminelle, oui, on va dire criminelle pour la suite de l'école. Et il va vraiment falloir changer les choses très très rapidement, parce que sinon, là, toutes les générations qui sont formées vont perdre l'idée que l'école peut effectivement être une école émancipatrice.
Et moi, je suis d'accord avec les intervenants précédents, là, quand on parlait de qu'est-ce qu'il faut changer, la société d'abord et l'école après, ou l'école d'abord, la société ensuite. Les deux vont ensemble, bien sûr, et chaque, comme l'a dit l'intervenant précédent, chaque société a l'école qu'elle mérite, finalement. Donc, pour résumer, changeons vite. Et la première des choses à faire pour la formation des enseignants, ça va vraiment être de revenir à une formation intégrée dans la première année, avec seulement 6 heures de cours, parce que démarrer à 18 heures, c'est une folie. Et petit à petit, vraiment intégrer cette idée que, oui, tous les enfants peuvent apprendre, mais donnez-nous les moyens de leur apprendre. Des zones où les écoles sont trop ghettoisées, et c'est tout à fait légitime, je veux dire, on ne peut pas faire de l'expérimentation sociale avec son enfant. Moi, dans la même situation, je ferai la même chose. Ils font tout pour que leur enfant aille dans une école avec un niveau meilleur. Donc par exemple, on peut savoir que les enfants de Belzins vont, dès que les parents ont compris, ils vont au collège Belzins, qui est un collège privé, et ils ne vont pas au collège du Vieux-Port. Vous voyez? Donc, il serait simple, moi je crois qu'il serait simple d'imposer, la première chose à faire, c'est très facile, leur demander de faire leur part dans la... voilà, c'est tout. Loin de nous, la volonté, j'allais dire, d'ouvrir des guerres séculaires. Mais c'est bien pour ça que le programme du Front de gauche montre la question de la priorité, dire, financière, en disant l'argent public doit aller à l'école publique. Non pas parce qu'on en ferait un dogme, mais parce que l'argent public arrive des impôts. Les impôts sont là pour une redistribution de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens, quand ils payent leurs impôts, quelles sont leurs communautés, leurs choix confessionnels, etc. etc. Et donc l'impôt républicain est reversé indistinctement sur l'ensemble de nos concitoyens. Et de cette manière-là, l'école doit... Enfin, la seule école qui traite de manière indistinctement les citoyens, c'est l'école publique. Donc l'impôt républicain doit aller à l'école républicaine. Ce qui ne veut pas dire, après... Il y a énoncé sur l'idée, en gros, l'école, appareil idéologique d'État, est là pour reproduire la société à l'identique, et du coup, il y a une arme de domination pour les classes dominantes. On peut faire ce constat-là, la question c'est qu'est-ce que ça nous donne comme arme politique pour agir. Là, moi, les copains, je vous dis, ça nous donne rien. Ça nous donne rien parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit, on n'a pas l'appareil d'éducation, ou est-ce qu'on fait d'une école de classe un terrain de la lutte des classes? La solution, elle est là. Il faut qu'une école, qui est l'école des classes dominantes, ça devient le terrain de la lutte des classes en notre faveur. C'est-à-dire, vous dites par exemple la question, l'école en gros est faite parce que ça favorise, même du point de vue des savoirs, mais complètement, il faut un débat national sur qu'est-ce qu'on transmet dans l'éducation nationale. J'ai pas du tout pu m'étendre sur cette question-là, mais en introduction vous avez dit les modalités de transmission des savoirs sont faites pour que les enfants des classes favorisées réussissent. Aucun doute là-dessus, on peut avoir un accord à 100% sur cette question. Mais il faut un débat national sur qu'est-ce qu'on transmet dans l'école et comment on le transmet. Idem sur la question de ce que vous avez nommé comme la discrimination positive. Moi, ce dont je suis certain en l'état de mes connaissances, c'est qu'il ne faut pas qu'elle se fasse comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une action politique spécifique pour les élèves qui ont des difficultés spécifiques. Hein. Pour que l'école soit l'école de tous, il faut peut-être qu'il y ait des actions spécifiques pour ceux qui sont le plus distants de la culture scolaire. Mais donc ça, c'est d'autres modalités d'action. Il ne faut surtout pas abandonner le savoir aux classes dominantes. Il ne faut surtout pas laisser l'école à ceux qui la dirigent déjà. Il faut l'apprendre et il faut en faire l'école de tous et pour tous. Mais je pense qu'en plus, on est complètement d'accord. Hein. Mais il faut voir l'école comme le terrain de la lutte des classes. C'est comme ça qu'on gagne. Il s'agissait pour l'école de faire en sorte que les enfants qui pouvaient être en difficulté ordinaire dans le système scolaire, globalement ceux qui n'avaient pas les éléments socio-culturels, comme on disait à l'époque, pour réussir dans le système scolaire, ces enfants puissent être aidés à faire en sorte que l'école pour eux ne soit pas quelque chose d'étranger, mais soit quelque chose qui s'apprivoise petit à petit. Le Conseil national de la résistance, à l'impulsion du Conseil national de la résistance, a été créé ce qui allait devenir les RAZED, et ce qui a été supprimé par le gouvernement Sarkozy. C'est-à-dire une conception de l'école, bien sûr, dont la direction a varié dans l'histoire, mais une conception de l'école qui visait à dire que l'école pouvait être fréquentée par tous, et à l'école, tout le monde pouvait réussir. Alors, bien entendu, ça n'est pas parce que ça a été mis en place à 1945 que l'école est devenue d'un seul coup l'école de la réussite pour tous, l'école de la promotion sociale pour tous, et que plus aucun problème concernant notamment l'insertion des enfants des pauvres
dans l'école a été réglé, bien entendu. Mais les choses s'apprécient historiquement dans cette dimension-là. Deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir, et là on touche aux questions du privé. Moi j'interviens professionnellement à la fois dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. Qu'est-ce qui constitue, comment s'organise l'enseignement privé? L'enseignement privé est un enseignement qui est organisé par projet particulier. Il y a des enseignements privés qui cultivent une espèce d'élitisme. Il y a des enseignements, il y a des établissements privés qui cultivent le soin apporté à la difficulté scolaire. Il y a des enseignements privés qui cultivent le soin apporté au handicap. Il y a des établissements privés qui cultivent le fait d'adapter leur enseignement aux nécessités du capitalisme mondialisé. Il y a des enseignements... Bref, tout ça pour dire que il existe un modèle d'enseignement privé où c'est à la carte, c'est à la demande, et on assiste à une myriade d'enseignements tous différents. Tous différents. Vous avez des écoles où la catéchèse est très répandue, d'autres où la catéchèse n'existe pas. Et la question qui est posée avec les nouveaux dispositifs mis en place par les libéraux, c'est qu'on est en train de changer le modèle de l'école républicaine. L'école républicaine, encore une fois, ça n'est pas l'école de tous les bonheurs, mais c'est une école dans laquelle la direction, c'est bien de dire tous les enfants peuvent réussir. Le fait que les libéraux essaient de changer ce modèle-là à travers des dispositifs qui sont mis en place, par exemple les dispositifs clairs ou les dispositifs éclairs, le fait que soient développés les projets propres de chaque établissement, c'est-à-dire que sur la base d'un socle commun de connaissances, lire, écrire, compter, cliquer si on veut, ensuite chaque établissement pourrait mettre en place les enseignements qui constitueraient son projet spécifique, son projet propre, et bien évidemment que dans l'enseignement public, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'expliquait comme ça, bien évidemment que dans l'enseignement public, on risque de se retrouver avec par exemple des collèges, parce que c'est un peu l'enjeu central, le collège, on risque de se retrouver avec des collèges dans lesquels on étudie la princesse de Clèves, et puis des collèges où on étudie le mode d'emploi du dernier iPhone. Bon, c'est une caricature, mais faire en sorte que le cadre unifié, national, en termes et de diplôme, et de contenu, et d'enseignement, puisse être disloqué, c'est quelque chose qui va incontestablement accroître la stratification sociale, l'écart entre les riches et les pauvres, et qui va constituer, du point de vue de ce qui nous intéresse, à savoir le devenir de l'ensemble des enfants de ce pays, notamment de ceux pour qui l'école, ça constitue le seul moyen de promotion sociale, eh bien, si on laisse faire ça, et si les libéraux peuvent continuer à procéder de la sorte, on va vers une véritable dislocation de l'enseignement public dans lequel ces enfants-là ont tout à y perdre. Alors bien sûr, je veux répéter que l'école n'est en soi pas un système parfait, idéal, dans lequel tout le monde trouverait sa place, mais il s'agit de faire en sorte que l'impulsion politique qui triomphe, ça soit celle-là, et que le signal qui soit donné autour de ce on a été matraqué idéologiquement par les libéraux depuis des années sur cette question. Et à quel point, naturellement, on vient poser les questions que eux nous posent. On reste dans leur vocabulaire et on reste dans leurs problématiques. Je m'explique. On dit par exemple l'école reproduit des inégalités. Voilà, c'est comme ça, l'école, ça reproduit des inégalités et ainsi de suite. Oui, c'est une évidence. L'école, à l'heure actuelle, reproduit des inégalités. Elle est même faite pour ça. Parce que l'école, c'est jamais que le reflet de la société que l'on veut. Et les libéraux veulent une société inégalitaire, donc ils ont fait une école inégalitaire. Est-ce qu'il faut changer l'école avant de changer la société, ou changer la société avant de changer l'école? Les deux sont intimement liés. Le projet pour l'école, c'est le projet que l'on veut pour la société. Et il faut s'éloigner de la façon dont la droite et les libéraux nous posent les questions. Par exemple, ils nous disent, est-ce qu'on fait de...
je ne me rappelle plus de cette expression tellement elle me déplaît, de la discrimination positive ou pas. Rien que le mot, il est horrible à prononcer. Alors on nous dit, voilà, le débat c'est ça. Le débat c'est discrimination positive ou alors vous laissez les inégalités se faire. Non, je suis désolé, moi je suis de gauche. C'est pas comme ça que je veux poser la question. Je prends un exemple, l'exemple des enfants porteurs de handicap. Jusqu'à il y a très peu de temps, ils étaient systématiquement mis dans des institutions spécialisées. Et puis timidement, on a commencé, souvent pour des mauvaises raisons, parce que ces institutions coûtaient cher, on a commencé à les mettre dans l'école. Dans l'école, tout venant. Et pour les valides. Et on s'est rendu compte que c'était pas si mal cette histoire. Que ces enfants, mais ils étaient bien avec les autres enfants. Et puis que les autres enfants, ça leur faisait du bien aussi. Et puis que les familles et les parents commençaient à voir le monde autrement. Que c'était bien pour tout le monde. Donc la discrimination positive ou pas discrimination positive, on se rend compte que quand tous les enfants sont au même endroit, c'est plutôt mieux pour tout le monde. Le problème, il est quoi? Il est qu'on n'a pas donné de moyens pour le faire. C'est-à-dire qu'on a pris des instituts, alors je ne sais pas s'il faut encore dire institut, excusez-moi, je suis un peu archaïque. On a pris des instituts et on leur dit, voilà, tu vas avoir un enfant 3 fois plus difficile à gérer que les autres, on va te donner de temps en temps dans la semaine quelques heures d'AVS. C'est-à-dire que les libéraux nous disent, vous avez le droit de choisir à l'intérieur d'une même enveloppe. À l'intérieur d'une même enveloppe, sans augmenter les moyens, vous allez décider s'il faut faire de la discrimination positive ou pas de discrimination positive. Il faut refuser ce débat. Il faut dire quelle école on veut et quels sont les moyens que l'on veut mettre pour cette école. Il y a tout un tas de choses comme ça dans lesquelles ils nous enferment. On a tout un débat sur les savoirs de base. Est-ce que tous les enfants doivent avoir des savoirs de base? Ben oui, tous les enfants ils doivent avoir des savoirs. Par contre, moi, ça ne me convient pas qu'ils soient de base, les savoirs. Je ne veux pas d'une école de base. Et là aussi, quand vous dites ça, on vous dit « Ah, mais alors tu n'es pas pour que tous les enfants sachent lire, écrire et compter. » Ben oui, mais c'est pas pour autant que ça doit être de base. Faut pas se tromper. Dans la bourgeoisie, ils n'ont pas les savoirs de base. Ils les ont, mais ils ont tout le reste. Ils vont au musée, ils écoutent de la musique, ils lisent, et ainsi de suite. Les savoirs de base, ça serait pour le peuple. Quand on vous dit « Est-ce qu'on veut une école avec des savoirs de base ?» on vous dit « Est-ce que vous voulez une école uniquement pour le peuple ?» et qui ne va pas plus loin que ça. Là aussi, le vocabulaire est piégé. Il faut le faire exploser. Pareil pour la question de l'acquisition de savoir. Je pense que l'école ne doit pas être uniquement le lieu de l'acquisition de savoir utile. C'est ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre. Parce que si on veut trouver du travail plus tard, vous comprenez, ma bonne dame, il faut que votre enfant, il ait acquis un certain nombre de savoirs utiles. Pareil, vous croyez que dans la bourgeoisie, ils n'ont accès qu'aux savoirs utiles? Pourquoi ils réussissent dans la vie? Parce qu'ils ont accès à tout le superflu. Parce qu'ils savent plein d'autres choses. Et que quand ils se mettent à parler, ça écrase tous les autres. Parce que la culture, ça écrase le peuple. Donc tout le monde doit y avoir accès, et pas uniquement à des savoirs utiles. L'école ne doit pas être un marché. Voilà. Il y a toute une série de choses, excusez-moi, je continue, oui, ça j'adore ça. Moi je suis éducateur spécialisé en protection de l'enfance, alors j'adore quand on parle des familles. Et quand on dit, oui, mais vous comprenez, ma bonne dame, évidemment qu'à l'école ça va pas bien, parce que les familles ne remplissent pas leur rôle. Mais tous les historiens qui ont travaillé sur l'histoire de l'enfance et de l'éducation sont d'accord sur le fait que la famille n'a jamais suffi à l'éducation. Jamais. On a tous fait autre chose dans notre enfance. On a tous été pris en charge par d'autres choses. Donc effectivement, cette culpabilisation des familles par rapport à la réussite scolaire est simplement inadmissible et complètement, je ne trouve pas le mot tellement ça me choque. Évidemment que l'école, on doit donner les moyens à l'école de pallier aussi à ce qui peut se passer dans les familles. Parce qu'une fois qu'on a dit que c'est de la faute des parents qui sont des mauvais parents, ça n'a pas résolu le problème de l'enfant, cette question-là. Donc on doit avoir une école pour tous, parce que comme je le disais tout à l'heure pour les enfants porteurs de handicap, c'est la même chose pour les enfants en difficulté scolaire. Si vous prenez des enfants et que vous les mettez dans des ghettos, par la discrimination positive, nous ne nous étonnons pas qu'à la fin ils soient dans des impasses, ces enfants-là. Donc il faut que tous les enfants soient reçus à l'école de la même manière, mais qu'il y ait les moyens pour que l'école soit adaptée à tous. C'est comme la question de l'égalité des chances à l'école. Moi je connais qu'un seul système d'égalité des chances, c'est le loto. Mais j'y crois pas. Il n'y a que 3 personnes qui gagnent. Et tous les autres, c'est les couillons qui se font avoir.
faut qu'on arrête d'être les couillons qui se fassent avoir. Il y a de vie scolaire, donc voilà, des petits emplois de l'éducation nationale. Et à l'heure actuelle, j'ai fait 6 ans dans l'éducation nationale et je suis maintenant aide de vie scolaire sous contrat dans une école privée. Donc voilà, les moyens, ils ont été mis, mais les moyens, ils étaient très faibles et on a voulu l'intégration scolaire des jeunes porteurs de handicap et atteints de difficultés scolaires sévères, comme dyslexie, toutes les dys qu'on peut connaître, mais il n'y a pas de moyens pour aider ces jeunes dans les classes. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse, mais le nerf de la guerre, effectivement, c'est le manque de moyens dans l'éducation nationale. Je pense que là, on est arrivé à un stade où aussi bien les enseignants que les petits personnels, entre guillemets, sont débordés, parce qu'il y a des classes de plus en plus chargées. Il y a des suppressions de classes aussi dans beaucoup de quartiers, beaucoup de suppressions d'écoles, de classes dans les publics de Marseille à la rentrée prochaine. Pourquoi, comment, voilà. Je voudrais quand même aussi faire une parenthèse sur la spécificité de l'école à Marseille, parce que l'école publique à Marseille, donc comme vous le savez, les locaux des primaires sont gérés par la ville. Et vous avez des écoles qui sont dans un état parfois épouvantable dans certains quartiers. Donc on a parlé de la fuite vers les établissements privés. Je pense qu'elle est aussi due à ce manque d'entretien des écoles publiques à Marseille. Voilà, pour faire la petite parenthèse, je ne crois pas que ce soit uniquement un problème d'enseignement à l'état pur. Parce que, effectivement, quand on parle de mixité, d'intégration de tous les enfants dans le milieu scolaire, c'est y compris les enfants handicapés, et cette question-là est souvent absente. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que ces AVS, alors est-ce qu'on les appellera encore des AVS, est-ce qu'elles seront intégrées dans l'éducation nationale plutôt que ce soit des salariés précaires, hein, toujours salariés par notamment des associations. Parce que si on parle d'intégration et de l'école pour tous, l'éducation nationale et l'État a une responsabilité particulière et se doit, à mon avis, c'est une proposition qui n'est pas dans le programme du Front de Gauche, mais elle pourrait y être, je pense, des propositions donc, en matière de formation de ces personnels, une formation diplômante. Aujourd'hui, il n'existe pas de diplôme particulier pour ce personnel-là, et en nombre suffisant qui puisse accueillir les élèves handicapés en milieu ordinaire. Et bien entendu, ça passe aussi par une formation continue des enseignants de la maternelle au lycée, avec bien sûr des adaptations, je dirais, matérielles. Parce qu'aujourd'hui, très rares sont les collèges et les lycées qui sont en mesure d'accueillir des enfants en situation, des élèves en situation de handicap, et je dirais même momentané. Simplement, un enfant qui s'est cassé la jambe, s'il doit aller toute la journée monter 2-3 étages pour aller dans sa classe, c'est très compliqué. Voilà. Et là, pour le coup, je vous parle d'expérience. Voilà, je voulais juste rajouter ceci sur la question de l'école, et une question qui est à mon grand regret. Ni avec l'école, la preuve, j'ai essayé de la quitter le plus tôt possible quand j'avais la possibilité d'y aller. Ça me fait tout drôle de terminer sur l'école. 2 ou 3 petits trucs sur... il me semble que Bourdieu, dans les années 67, avait écrit Les Héritiers, qui reprenait justement dans ces années, la fin des années 60, je pense. Oui, c'est ça. Qui reprenait déjà bien avant le libéralisme, donc c'est vraiment une question de capitalisme en tant que tel, parce que c'était comme ça, et que effectivement l'école est un outil
en tout, c'est comme un couteau. Un couteau, on peut soit trancher le pain pour le partager avec quelqu'un, soit couper la gorge du voisin pour en avoir plus. Mais c'est pour ça que, effectivement, c'est un lieu de lutte des classes qui est ni avant ni après l'indépendance. Par contre, quand on a parlé du privé, j'ai un petit souci sur le privé. C'est que pour moi, privé, ça ne veut rien dire. Dans le privé, il y a le privé conventionnel, privé non conventionnel, qui sont déjà deux choses différentes. Il y a le privé confessionnel et non confessionnel, qui sont encore deux choses différentes. Et on a aussi, dans quelques coins, comme la Bretagne ou le Pays Basque, des écoles qui ont ou qui sont restées privées, tout simplement parce que l'éducation nationale a refusé de les avoir. C'est les écoles d'Iwan et les Icastola au Pays Basque. Oui, et que ça aussi, c'est des questions sur lesquelles il faut voir, parce que comme les écoles Montessori ou d'autres écoles qui voulaient refaire la pédagogie freinée, à un moment, ils se sont mis en école privée, tout simplement parce que dans l'éducation nationale, on ne voulait pas qu'il s'applique ça. Et donc, il faut faire autant je pense que ce type d'école peut s'intégrer dans le cadre de l'éducation beaucoup plus facilement que les écoles confessionnelles, où là, il y a des trucs particuliers. Mais le privé, c'est pas que les écoles confessionnelles, comme on les connaît à Marseille. Dans certains coins, comme en Bretagne, oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le privé, ils ne sont pas tous dans des écoles confessionnelles. Il y en a aussi qui sont dans les écoles d'Iwan, et qui sont des écoles qui, pour le public, pourraient être des... En parlant d'écoles privées, il me semble que c'est vous qui aviez dit qu'une partie, en tout cas d'entre elles, ont les moyens de... moi j'ai vu des chiffres passer, alors j'ai pas la mémoire des chiffres, donc je ne sais pas où vous les donner, mais de plus en plus de fonds publics sont donnés pour les écoles privées quand même. Voilà. Donc ça c'est un vrai problème. Voilà. Mais c'est juste une parenthèse. Donc vraiment, il y a plus, c'est une augmentation très très nette. Ça c'est inadmissible, c'est de l'apologie voilà. À l'école publique, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, c'était pas une question, je disais simplement que l'école, il y a des chiffres là que je n'ai pas en tête, mais qui démontrent que les fonds publics du citoyen, des impôts, vont grandissant dans les écoles privées. Voilà. Elles n'ont pas tous les moyens de se maintenir au niveau où elles sont, comme ça, avec seulement le paiement des parents. Elles drainent des fonds publics, des impôts. Moi, par contre, je voulais juste reprendre cette notion de l'école comme appareil idéologique d'État. Et je me rends compte qu'on va clore la réunion sans parler d'un deuxième appareil idéologique d'État, plutôt qui est un appareil idéologique des marchés. Les États étant devenus des vallées des marchés, ça tourne très bien, c'est le poids du média télévisuel qui entre dans l'école, et qui entre dans l'école d'une façon non explicite, mais qui de fait, si on parle simplement du temps de télé, qui est contre-productif, qui contrevient réellement aux transmissions, c'est-à-dire au mode de transmission auquel l'école est obligée, ça c'est quelque chose qui est maintenant le véritable appareil idéologique d'État. Donc la question qui se pose, étant donné la prégnance de ce média chez les enfants, en âge scolaire et les parents aussi également, c'est comment on intègre ça, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. J'ai une enseignante la semaine dernière qui m'a dit « J'envisage à la rentrée de faire quelque chose pour les parents, parce que voilà, on en a les deux qui jouaient à Guantanamo hier. Donc ça en plus c'est même pas la télé, c'est des programmes vidéo, ça carrément. Ils ont 24 ans, hein. Ils jouent à Guantanamo dans la cour, c'est rassurant. Voilà, ça me paraît toujours, alors je ne sais jamais, lorsqu'on est sur des réunions concernant l'école, si ce problème des médias, du média télévisuel principalement, qui est récurrent dans la pratique des enseignants. C'est-à-dire ils sentent bien, et pas que des enseignants, d'ailleurs des politiques, hein, dans plein de métiers, qui sentent bien qu'il y a quelque chose là qui contrevient complètement à ce qu'on les charge d'installer, et on n'en parle jamais officiellement, sinon pour dire « Ah oui, c'est la faute à la télé ». Voilà, quand on n'y arrive plus, on dit « c'est la faute à la télé ». Ce qui ne résout rien. Qu'est-ce qu'on fait concernant, à gauche, qu'est-ce qu'on fait nous concernant ce problème-là qui est... Enfin, il y a sur le marché de Castellane, qui est un point très chaud, occupé par la droite, j'aimerais quand même qu'il s'y passe quelque chose.